Et si certains des visages les plus emblématiques de l'âge d'or d'Hollywood vivaient discrètement en dehors des normes de genre que le monde n'a jamais vues? Et si les smokings, robes de soie et fume-cigarettes n'étaient pas seulement de la mode, mais des déclarations codées d'identité? Derrière les sourires contrôlés par les studios se trouvaient des acteurs, chanteurs et artistes qui osaient exister entre les catégories, certains en secret, d'autres au grand jour. Dans ce documentaire, nous dévoilons les histoires oubliées de 23 légendes trans et non conformes au genre qui ont défié les règles bien avant que le monde ne soit prêt. Alla Nazimova. Alla Nazimova était une pionnière du cinéma muet et une légende du théâtre, souvent rappelée pour son style avant-gardiste et son défi aux normes de genre. Née en Russie et devenue célèbre aux États-Unis, elle s'est imposée à la fois sur la scène de Broadway et sur les écrans d'Hollywood au début du cinéma. Mais la vie de Nazimova, en dehors de la scène, intrigue depuis longtemps les historiens. Elle a inventé l'expression « cercle de couture », comme une référence discrète à un réseau de femmes lesbiennes et bisexuelles dans l'industrie cinématographique, elle y comprise. Bien qu'elle ne soit pas identifiée comme transgenre selon les termes modernes, son énergie masculine, son rejet des normes domestiques et ses relations amoureuses avec des femmes l'ont positionnée comme une figure non conformiste au genre. Elle jouait souvent des rôles aux thèmes androgynes et vivait sa vie bien en dehors des archétypes féminins traditionnels. Son manoir, The Garden of Allah, est devenu un refuge légendaire pour les créateurs queer. À une époque où défier ouvertement les attentes de genre pouvait signifier l'exclusion de l'industrie, Nazimova a navigué dans la célébrité avec une expression codée et des alliances stratégiques. Aujourd'hui, beaucoup l'interprètent comme une icône queer qui a subtilement défié les normes de genre binaire. Bien qu'elle soit décédée dans une relative obscurité en 1945, l'héritage de Nazimova perdure comme un symbole de la première rébellion contre les structures de genre rigides d'Hollywood. April Ashley. Le parcours d'April Ashley vers l'attention du public a marqué un tournant dans la manière dont la Grande-Bretagne et une grande partie du monde percevaient le genre. Née en 1935 à Liverpool, Ashley a servi dans la marine marchande avant de subir une chirurgie de confirmation du genre à Casablanca en 1960, devenant l'une des premières femmes trans britanniques à le faire. À son retour à Londres, elle est devenue mannequin, actrice et la chérie de l'élite bohémienne, apparaissant même dans Vogue. Mais son ascension a eu un coût. En 1961, un tabloïd l'a dévoilée comme transgenre, et sa carrière a été instantanément déraillée. Cette révélation a également conduit à une bataille juridique concernant son mariage annulé, établissant un précédent sur la manière dont les personnes transgenres étaient traitées par la loi britannique pendant des décennies. Malgré le contre-coup, April a vécu ouvertement et est restée active dans la défense des droits LGBTQ+. Elle a finalement reçu des distinctions nationales pour ses contributions à l'égalité. Bien que sa renommée soit survenue après l'âge d'or traditionnel, son histoire reflète la vie de nombreuses personnes non conformes au genre de cette époque antérieure, qui se cachaient, étaient effacées ou étaient forcées de se conformer. La vie d'Ashley est devenue un pont entre les ombres de la queerness silencieuse de la culture de l'âge d'or et les revendications bruyantes et fières de visibilité qui ont suivi. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck reste l'une des actrices principales les plus célébrées de Hollywood, connue pour sa force, son indépendance et sa présence à l'écran sans fioriture. Hors écran, elle a cultivé une personnalité tout aussi privée mais puissante. Tout au long de sa carrière, des chuchotements la suivaient, des spéculations sur sa sexualité, sa masculinité et son intense discrétion. Bien qu'elle n'existe aucune preuve concluante que Stanwyck s'identifiait comme trans ou non-binaire, il n'est pas rare que des interprétations modernes, queer et trans de sa vie et de ses rôles apparaissent. Elle incarnait souvent des personnages qui remettaient en question la féminité traditionnelle, des femmes dures, autodidactes et moralement complexes, et évitait les récits de mariage et de maternité attendus des femmes sous les feux de la rampe. Ses liens émotionnels les plus proches étaient avec des femmes, et certains biographes suggèrent qu'elle a navigué dans sa carrière avec précaution pour dissimuler certaines parties d'elle-même du regard public. Stanwyck n'a jamais répondu aux rumeurs, et les studios ont aidé à protéger son image. Aujourd'hui, elle sert de prisme pour examiner comment le Hollywood de l'âge d'or a contraint de nombreuses personnes au secret. Bien qu'elle ne corresponde pas à l'identité transgenre contemporaine, Stanwyck symbolise le type de vie publique façonné par un contrôle intense de l'image, une police du genre et une résistance discrète, icône d'une force ambiguë dans une industrie à la rigidité genrée. Barbette. Barbette, née Vanderclyde Broadway au Texas en 1899, a brouillé les frontières entre genre et performance bien avant que le drag ne fasse partie du lexique culturel. Artiste de la corde raide devenue vedette de cabaret parisien, Barbette,
des publics européens avec ses actes d'illusion de genre, interprétant gracieusement en tant que femme pour se révéler dramatiquement comme homme à la fin de chaque spectacle. Ce qui a fait de Barbette plus qu'un numéro de nouveauté, c'était l'art, l'élégance et l'athlétisme qu'il apportait à sa performance. Jean Cocteau l'a une fois appelé « un ange, une fleur, un oiseau ». Barbette s'entraînait rigoureusement et a vécu une grande partie de sa vie dans l'ambiguïté de genre. Bien qu'il ne se soit pas publiquement identifié comme transgenre, sa fluidité lui a valu aujourd'hui une reconnaissance en tant que pionnier non conforme au genre. Après qu'une blessure sur scène l'ait forcé à prendre sa retraite de la performance, Barbette est devenu consultant pour des films hollywoodiens, coachant des stars comme Gene Tierney dans la féminité et le mouvement. Sa vie privée reste énigmatique, et la langue de son époque rendait l'expression de soi presque impossible. Mais la vie de Barbette invite à réfléchir sur la manière dont les artistes du début du XXe siècle remettaient en question les rôles de genre d'une manière qui résonne encore profondément aujourd'hui. Il n'était pas seulement un artiste de drague, il était un maître illusionniste qui considérait le genre comme une toile. Billy Tipton. Billy Tipton était un musicien de jazz qui a vécu et s'est produit en tant qu'homme pendant des décennies, son identité trans n'ayant été révélée qu'après sa mort en 1989. Né Dorothy Lucille Tipton en 1914, Billy a commencé à se présenter comme un homme dans les années 1930 pour poursuivre une carrière musicale dans les cercles de jazz dominés par les hommes. Il se produisait dans des clubs à travers l'Ouest américain, enregistrait des albums et dirigeait des orchestres. Mais ce n'était pas qu'un spectacle. Tipton vivait comme un homme à temps plein, avait des relations amoureuses à long terme avec des femmes et élevait des enfants adoptés en tant que père. Il gardait son historique médical caché de presque tout le monde, et même ses partenaires proches croyaient qu'il avait d'anciennes blessures qui expliquaient certains traits physiques. Lorsqu'il est mort d'ulcères non traités, les ambulanciers ont découvert la vérité, choquant la famille et le public. Les médias de l'époque ont sensationnalisé sa vie, la présentant comme un cas de tromperie. Aujourd'hui, Tipton est rappelé dans l'histoire trans comme un exemple poignant de la manière dont la survie dans des sociétés restrictives en matière de genre signifiait souvent vivre en secret. Il ne jouait pas simplement un rôle pour la scène. Il créait une vie qui correspondait à ce qu'il savait qu'il était, même si le monde n'avait pas encore de mots pour cela. Christine Jorgensen. Christine Jorgensen est devenue un nom connu dans les années 1950, non pas en raison de ses talents d'actrice ou de performeuse, mais parce qu'elle a été l'une des premières Américaines à subir publiquement une chirurgie de réassignation de genre. Née George Jorgensen Jr. dans le Bronx en 1926, elle s'est rendue au Danemark en 1951 pour commencer sa transition médicale. Lorsque la nouvelle de son opération a fait la une des journaux américains, elle a suscité à la fois fascination et controverse. Au lieu de se retirer de la vie publique, Jorgensen a embrassé son nouveau rôle de porte-parole et artiste, apparaissant dans des cabarets et donnant des interviews qui remettaient en question les idées reçues sur les personnes trans. Son assurance et son plaidoyer articulé ont aidé à introduire le sujet de l'identité de genre auprès du grand public des décennies avant que de telles discussions ne deviennent courantes. Bien qu'elle ait fait face à des questions intrusives et à des moqueries publiques, Jorgensen est également devenue une icône de résilience. Elle ne s'est jamais présentée comme une victime et a rejeté l'idée que sa transition était honteuse. Bien qu'elle n'ait jamais trouvé la célébrité hollywoodienne qu'elle a brièvement poursuivie, l'impact de Christine sur la conscience publique a largement dépassé son temps sous les projecteurs. Elle a ouvert la voie, bien que douloureusement, pour que les générations futures d'individus trans puissent vivre de manière plus ouverte. Son courage à une époque de silence culturel a fait d'elle l'une des véritables pionnières de la visibilité transgenre. Coccinelle. Coccinelle, née en 1931 sous le nom de Jacques Dufresnoy à Paris, est devenue l'une des artistes les plus célèbres de France et la première personne française largement connue pour avoir subi une chirurgie de réassignation de genre. Elle a fait sa transition au début des années 1950 et est rapidement devenue une sensation au célèbre cabaret Le Carrousel de Paris. Avec ses cheveux platines, sa beauté saisissante et son charisme sur scène, Coccinelle a captivé les auditoires à travers l'Europe, finissant par obtenir des rôles au cinéma et en tête d'affiche de tournée à travers le monde. Mais son impact a largement dépassé l'industrie du divertissement. Elle est devenue une pionnière des droits des trans en France et un symbole de défi glamour face aux normes de genre. Sa célébrité a obligé une société largement conservatrice à prendre en compte l'existence des personnes trans, même si les lois et les attitudes étaient loin derrière. Coccinelle a également plaidé pour la reconnaissance légale des changements de genre, contribuant ainsi à des réformes qui profiteraient à d'autres bien après son époque. En 1987, elle s'est mariée dans une église catholique, un événement sans précédent pour une femme trans en France. Par son art, son activisme et son ouverture, Coccinelle a contribué à faire passer la conversation sur le genre des coulisses à la scène centrale. Elle reste une figure adorée dans l'histoire trans et
Danny LaRue. Danny LaRue était un artiste flamboyant qui a connu un immense succès dans la Grande-Bretagne d'après-guerre, bien que sa carrière ait été profondément ancrée dans les traditions de performance de l'âge d'or. Né en Irlande et élevé à Londres, il a servi dans la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de se tourner vers le théâtre. Sa célébrité a explosé dans les années 1960 et 70, en tant qu'artiste travesti connu pour ses robes élaborées, ses voix puissantes et un sens de l'humour qui le rendait cher au public de tous. Arrière-plan. Bien que LaRue s'identifiait comme un homme gay plutôt qu'une femme trans, son travail repoussait les limites de la performance de genre à une époque où le travestissement pouvait encore entraîner des poursuites pénales. Il a possédé sa propre boîte de nuit, a joué dans des spectacles du West End et a même été en tête d'affiche à Las Vegas. Un exploit rare pour tout artiste britannique. Encore plus pour un drag queen. La présentation de genre de LaRue était extravagante mais raffinée, souvent plus proche des starlettes d'Hollywood à l'ancienne que de la parodie osée. Bien qu'il ne se soit pas identifié comme transgenre, sa vie et son héritage ont ouvert la conscience publique à la fluidité de genre et à la performance, bien avant que ces idées n'entrent dans la conversation quotidienne. Danny LaRue reste une figure clé dans la lignée des artistes qui ont contribué à créer un espace pour des expressions plus larges de l'identité. Elvira de Hidalgo. Elvira de Hidalgo est principalement rappelée aujourd'hui comme la professeure de chant de la légende de l'opéra Maria Callas, mais sa propre vie mérite un examen plus approfondi. Née en Espagne en 1891, Hidalgo est devenue une soprano colorature de renommée internationale au début du XXe siècle. Bien qu'il n'y ait aucune preuve définitive qu'elle se soit identifiée comme trans ou non conforme au genre, il y a eu une spéculation persistante parmi certains chercheurs et historiens de l'opéra sur la profondeur de ses traits masculins, sa forte volonté et son rejet des attentes sociétales imposées aux femmes de son époque. En tant qu'enseignante, elle exerçait son autorité dans un environnement fortement patriarcal et on disait qu'elle avait une maîtrise presque androgyne de l'espace, enseignant non seulement la voix, mais aussi la présence, l'attitude et le pouvoir. Son influence sur Maria Callas n'était pas seulement technique, mais aussi psychologique. Certains suggèrent qu'Hidalgo a appris à Callas comment adopter une présence scénique dominante, ancrée dans une défiance des normes de performance genrées. Que ces lectures reflètent l'identité propre de Hidalgo ou simplement sa méthode, elle souligne comment son héritage va au-delà de l'opéra. Elle incarnait un équilibre complexe de grâce et d'autorité qui transcendait les attentes de la féminité. En ce sens, elle occupe une place dans la conversation plus large autour des premières figures qui ont discrètement résisté aux normes de genre dans la performance et la vie. Frances Farmer. Frances Farmer était l'une des actrices les plus énigmatiques des années 1930 et 40, une incarnation de la capacité d'Hollywood à broyer les non-conformistes et à les recracher. Son histoire publique était centrée sur la rébellion. Elle a refusé de jouer le jeu de l'industrie, a défié l'autorité et l'a payé cher. Sa vie privée, cependant, a suscité des interprétations multiples, y compris des lectures modernes sur l'identité de genre. Farmer rejetait souvent la féminité traditionnelle, tant par son apparence que par ses attitudes. Elle portait des pantalons quand c'était tabou, évitait le maquillage et se moquait de l'idée d'être façonnée en poupée hollywoodienne. Sa rage contre le système l'a menée dans des institutions psychiatriques où elle a subi une série de traitements brutaux, y compris l'électrothérapie et la lobotomisation supposée, des allégations plus tard contestées, mais jamais complètement dissipées. Bien qu'elle ne se soit pas identifiée comme trans, la vie de Farmer reflète la manière dont la non-conformité de genre, notamment chez les femmes, était pathologisée. Sa défiance envers l'idéal féminin exigé par Hollywood et son refus de se soumettre en silence l'ont rendue cible. À l'époque moderne, elle est perçue par certains chercheurs et militants comme un symbole tragique de ce qui arrive à ceux qui s'écartent trop des normes de genre dans des systèmes répressifs. Son histoire est un avertissement, courageuse et déchirante. Gladys Bentley. Gladys Bentley était une chanteuse de blues puissante, pianiste et performeuse défiant le genre qui électrisait la vie nocturne de Harlem pendant la Renaissance de Harlem. Habillée en smoking et chapeau haut de forme, Bentley chantait des paroles grivoises et improvisées dans des clubs enfumés, flirtait ouvertement avec les femmes et jouait du piano avec audace. La confiance. Née en 1907 à Philadelphie, elle a rejeté les rôles traditionnellement assignés aux femmes noires dans l'Amérique du début du XXe siècle et s'est forgé une identité ouvertement queer et masculine. Ses performances dans des lieux comme le Clam House et le Ubangi Club ont fait d'elle une star dans les années 1920 et 1930, mais son audace avait des limites dans une société non préparée à accepter. Alors que l'ère d'après-guerre introduisait des valeurs conservatrices, Bentley faisait face à une augmentation. Dans un article d'Ebony en 1952,
Elle a affirmé s'être guérie par des traitements hormonaux et avoir épousé un homme, bien que beaucoup soupçonnent que cela ait été forcé ou mis en scène. Aujourd'hui, Bentley est célébrée comme une figure pionnière non conforme au genre, dont le mode de vie et l'expression artistique ont défié les notions modernes d'identité trans, bien qu'elle ne se soit pas identifiée comme transgenre selon les critères actuels. Les normes, sa masculinité et sa défiance des attentes de genre offrent un exemple vivant de la façon dont la queerness et la variance de genre prospéraient, même brièvement, dans les coins de l'âge d'or avant d'être forcées à l'ombre. Greta Garbo. Greta Garbo était l'énigme ultime du vieux Hollywood. Une femme qui a fasciné le monde par sa beauté et son talent, mais qui s'est retirée de la célébrité au sommet de sa puissance. Née en Suède en 1905, la présence cinématographique de Garbo exhalait un charme froid et ambigu qui captivait à la fois les hommes et les femmes. Sa voix grave, son regard stoïque et son élégance androgyne ont fait d'elle une star non conventionnelle à une époque où la féminité était souvent douce et décorative. Elle ne s'est jamais mariée et a rarement été vue en compagnie romantique. Au lieu de cela, des rumeurs de relations intimes avec des femmes, y compris la dramaturge Mercedes de Acosta, l'ont suivie pendant des décennies. Les lettres privées de Garbo et ses choix de mode de vie suggèrent un profond malaise à être confinée dans des attentes hétéronormatives ou genrées. Bien qu'elle ne se soit jamais identifiée publiquement comme queer ou non conforme au genre, les chercheurs modernes et les historiens LGBTU+, interprète souvent son détachement et sa distance par rapport à la féminité traditionnelle comme une résistance symbolique. Sa décision de prendre sa retraite dans la trentaine et de vivre en solitude était aussi un acte d'autonomie rarement accordé aux femmes à Hollywood. Le mystère de Garbo, ancré dans l'ambiguïté, continue de susciter la fascination. Elle ne correspond peut-être pas clairement aux étiquettes d'identité moderne, mais sa vie reflète les contraintes et les rébellions silencieuses d'une figure de l'âge d'or qui a simplement refusé de se conformer. Jackie Shane. Jackie Shane était une chanteuse soul noire et transgenre dont la voix a résonné dans la scène R&B canadienne des années 1960, mais dont l'identité est restée un mystère pour la plupart des auditoires de l'époque. Née en 1940 à Nashville, Tennessee, Shane a quitté le sud des États-Unis à l'âge adulte pour échapper au racisme profondément enraciné et à l'homophobie de l'époque. Elle a trouvé refuge à Toronto, où elle est devenue la chanteuse principale de Frank Motley and the Motley Crue. Shane captivait le public avec son interprétation émotive et sa présence scénique éblouissante, en interprétant des succès comme Any Other Way, qui prenait un sens multiple lorsqu'elle chantait l'acceptation de son véritable moi. Bien qu'elle vivait publiquement en tant que femme lors de ses performances, elle ne s'est jamais étiquetée dans les interviews, peut-être pour se protéger à une époque où être ouvertement trans était dangereux. Ce n'est que des décennies plus tard que Shane a parlé ouvertement de son identité, confirmant ce que beaucoup croyaient déjà, qu'elle était une femme transgenre fière qui avait simplement choisi la survie plutôt que l'exposition de soi. Sa réédition de 2017 de ses enregistrements passés lui a valu une nomination au Grammy juste avant sa mort en 2019. Bien qu'elle soit arrivée un peu après l'âge d'or d'Hollywood, la carrière de Shane a été façonnée par les mêmes forces de secret, de résistance et de génie. Jane County. Jane County est une icône du punk rock, une pionnière qui a fait irruption sur la scène dans les années 1960 et a contribué à poser les bases de la fluidité de genre dans l'art de la performance. Née Wayne Rogers en Géorgie en 1947, elle a commencé à se produire en drague dans la scène underground de New York, y compris au Playhouse of the Ridiculous d'Andy Warhol et au spectacle de Jackie Curtis. County a ensuite dirigé des groupes punk comme Wayne County and the Electric Chairs, utilisant sa musique comme une plateforme pour confronter les normes de genre et attaquer l'hypocrisie. Ses paroles étaient brutes, sans concession, et souvent hilarantes, et sa présence sur scène était une rébellion en mouvement, mêlant glamour, rage et attitude. County a commencé à s'identifier en tant que femme au début des années 1970, bien avant que le terme transgenre ne soit largement compris, ou accepté. Bien qu'elle ne se soit pas conformée à une étiquette particulière au début, elle vivait de manière authentique et bruyante, repoussant les binarités sociétales à travers l'art et persona. Elle fut parmi les premières artistes trans à s'exprimer ouvertement dans le rock et à utiliser sa carrière pour défier les idées culturelles sur le genre et la sexualité. Bien qu'elle ait gagné en notoriété juste après l'âge d'or de Hollywood, son travail a poursuivi l'héritage des artistes, défiant les normes de genre des époques précédentes, utilisant un micro au lieu d'une caméra de cinéma. Joan Crawford. L'héritage de Joan Crawford est fait d'éclats et de contradictions. À l'écran, elle était dure, glamour,
et souvent incarnant des femmes qui refusaient d'être dominées par les hommes. Hors écran, son histoire est plus compliquée. Bien qu'il n'y ait pas de preuve directe que Crawford s'identifiait comme trans ou non-binaire, sa présentation de genre, ses choix de carrière et sa vie émotionnelle ont longtemps inspiré des relectures modernes. Crawford cultivait un look résolument angulaire, portait des pantalons en privé et a construit son propre empire, y compris dans l'immobilier et les affaires. Certains biographes ont suggéré que son énergie masculine, son ambition et son rejet de la féminité traditionnelle la rendaient difficile à promouvoir dans un système hollywoodien strictement genré. Sa sexualité, elle aussi, a été débattue pendant des décennies. Plusieurs amitiés féminines proches, telles qu'avec Barbara Stanwyck et Mercedes de Acosta, ont alimenté des spéculations, bien que Crawford ait publiquement nié toute relation romantique avec des femmes. Ce qui la rend pertinente dans les conversations sur la non-conformité de genre n'est pas la preuve, mais la possibilité. Crawford a repoussé les limites imposées aux actrices, redéfini le pouvoir féminin à Hollywood et vécu avec une intensité qui défiait les étiquettes. Que ce soit ou non qu'elle s'identifiait en dehors du genre binaire, son personnage incarnait le refus d'être confiné, ce qui la place dans l'histoire plus large des icônes de l'âge d'or, défiant les genres. Julian Eltinge. Julian Eltinge était l'un des artistes de vaudeville les mieux payés et les plus respectés du début du XXe siècle, réputé pour ses éblouissantes imitations de femmes. Né en 1881, Eltinge a maîtrisé l'art de l'illusion féminine si parfaitement qu'il ne s'est pas seulement produit en tête d'affiche des grands spectacles, mais il a également joué dans des films muets et a eu un théâtre de Broadway nommé en son honneur. Les spectateurs étaient fascinés par sa grâce, sa mode et son élégance, beaucoup oubliant apparemment qu'il regardait un homme. Hors scène, cependant, Eltinge projetait de manière agressive une hyper-masculinité, posant souvent avec des cigares et des femmes lors de séances photos. Cette surcompensation était probablement une défense nécessaire contre la suspicion et l'hostilité auxquelles les hommes féminins, ou ceux qui ne se conformaient pas aux normes de genre, faisaient face dans une société rigidement moraliste. Bien qu'Eltinge ne se soit jamais identifié comme trans et ait pu considérer sa performance comme théâtrale plutôt que personnelle, les interprétations modernes de sa vie soulèvent des questions plus profondes. Son personnage de scène était-il simplement du divertissement, ou était-ce un espace protégé pour exprimer une identité qu'il ne pouvait pas vivre ouvertement? Sa carrière a décliné avec le déclin du vaudeville et la culture d'après-Première Guerre mondiale est devenue moins tolérante à l'humour sur le genre. Aujourd'hui, Eltinge est rappelé comme plus qu'un simple artiste. C'est un symbole de la manière dont les premiers artistes naviguaient dans l'expression de genre à des époques qui ne laissaient aucune place à l'honnêteté. Il a ouvert la voie pour d'autres, qu'ils l'aient voulu ou non. Louise Brooks. Louise Brooks était une star du cinéma muet dont les cheveux coupés au carré et le détachement cool ont défini toute une époque du cinéma américain. Mais derrière son image de flappée originale se cachait une femme qui déjouait les attentes à chaque tournant. Née en 1906, Brooks est devenue célèbre non seulement pour sa beauté, mais pour sa rébellion contre le contrôle d'Hollywood. Elle a refusé de jouer le jeu des studios, a quitté des contrats et a ouvertement critiqué l'industrie. Misogynie. Sa sexualité était fluide. Elle a eu des relations avec à la fois des hommes et des femmes, et son autobiographie parle franchement de son mépris pour les étiquettes et les conventions. Brooks se présentait souvent dans un style qui brouillait les lignes de genre, privilégiant des vêtements épurés et structurés et une apparence nette et androgyne qui est devenue sa marque de fabrique. Bien qu'elle ne se soit pas identifiée comme trans ou non-binaire, l'adoption par Brooks de l'énergie masculine, le rejet de la domesticité et la critique de l'objectivation féminine la place dans l'héritage des femmes de genre non conformes dans le Hollywood du début. Elle a vécu une grande partie de sa vie ultérieure dans l'obscurité, écrivant des essais et réfléchissant à l'industrie qu'il avait autrefois rejetée. Aujourd'hui, elle est célébrée non seulement pour ses performances, mais pour son refus d'être autre chose qu'elle-même. Une artiste qui ne s'est pas pliée aux attentes de genre ou cinématographiques. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich reste l'une des images les plus durables de la rébellion de genre dans le cinéma du XXe siècle. Avec sa voix grave, ses costumes sur mesure et son aura imposante, elle était à la fois une icône de la beauté féminine et une pionnière de la non-conformité de genre. Née en Allemagne en 1901, Dietrich a accédé à la renommée internationale avec l'Ange bleu et est rapidement devenue une star à Hollywood. Elle apparaissait souvent en vêtements masculins, à l'écran et en dehors, fumant des cigares, portant des smokings et flirtant avec des femmes d'une manière choquante pour l'époque. Dietrich était l'une des rares célébrités qui pouvaient franchir les lignes de genre avec elle, tout en conservant un attrait général.
Ses relations amoureuses avec des femmes étaient un secret de polichinelle dans les cercles intérieurs de Hollywood. Et sa vie privée a depuis été examinée à travers des lentilles queer et trans. Dietrich n'a jamais défini publiquement son identité, préférant le mystère, mais son refus d'incarner une version traditionnelle de la féminité a fait d'elle un symbole de défi. Elle a dit fameusement « Je suis au fond un gentleman ». Que Dietrich ait interprété la masculinité ou qu'elle l'ait vécue, sa vie et son style ont influencé d'innombrables personnes non conformes au genre pendant des générations. Elle n'était pas seulement une star de cinéma, elle était une révolution ambulante contre les attentes binaires. Marsha P. Johnson. Marsha P. Johnson est souvent rappelée pour son rôle dans les émeutes de Stonewall en 1969, mais son activisme, son art et sa vie défiante de genre ont commencé bien plus tôt. Née en 1945 dans le New Jersey, elle a déménagé à New York à l'adolescence et est rapidement devenue une figure centrale dans les communautés drag et queer de la ville. S'identifiant comme travesti ou queen de son vivant, un terme aujourd'hui souvent remplacé par transgenre, Marsha a défié toutes les attentes que la société avait de la race, du genre et de la classe. Elle était pauvre, noire, parfois mentalement malade, et pourtant vibrante de défis. Elle a cofondé STAR, Street Transvestite Action Revolutionaries, avec Sylvia Rivera, militant pour les jeunes trans sans-abri, bien avant que le terme « droit des trans » n'entre dans la conversation nationale. Bien que son travail le plus visible soit survenu après l'âge d'or d'Hollywood, Marsha était une héritière spirituelle des artistes et activistes non conformes au genre qui ne pouvaient vivre publiquement. Sa résilience joyeuse, ses couronnes de fleurs et son sourire omniprésent ont fait d'elle une figure bien-aimée de son vivant et une martyre à sa mort. En 1992, elle a été retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses, longtemps considérée comme un suicide, mais plus tard envisagée comme un possible meurtre. L'héritage de Marsha continue de façonner notre manière de parler du genre, de la visibilité et de la résistance. Ramon Novarro. Ramon Novarro était l'un des tombeurs les plus célébrés de l'ère du cinéma muet, connu pour son charme exotique et ses rôles dans des épopées comme Ben-Hur. Né au Mexique en 1899, Novarro a été préparé par MGM pour être un successeur de l'amant latin Rudolph Valentino. Mais derrière l'image construite par le studio se cachait un homme profondément privé, luttant contre l'immense pression de cacher son homosexualité. Novarro était homosexuel à une époque où même le moindre soupçon de queer pouvait détruire une carrière. Il avait des relations discrètes avec des hommes, vivait dans la peur d'être découvert et luttait, selon les témoignages, contre la culpabilité religieuse inculquée par son éducation catholique. Certaines interprétations modernes de sa vie le présentent comme une icône queer, forcé de mener une vie double tragique. Il n'a jamais publiquement défié les normes de genre, mais son expérience témoigne de la répression violente de l'expression de genre et sexuelle pendant l'âge d'or d'Hollywood. La mort de Novarro en 1968 fut particulièrement brutale. Il a été assassiné par deux hommes qui l'ont ciblé parce qu'il était gay. Un crime qui a choqué le monde du divertissement et a été sensationnalisé dans les médias. Son histoire est souvent utilisée pour illustrer à quel point l'industrie a profondément réprimé non seulement l'identité trans, mais aussi toute forme de queerness qui ne correspondait pas à son modèle. Roberta Cowell. Roberta Cowell occupe une place remarquable dans l'histoire britannique en tant que première femme trans britannique connue à subir une chirurgie de confirmation de genre. Née en 1918, la jeunesse de Cowell a suivi un parcours traditionnellement masculin. Elle était pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale, décorée, coureuse automobile et ingénieure mécanique. Mais derrière cette façade se cachait une lutte profondément personnelle avec son identité. Après la guerre, Cowell a commencé à explorer la réassignation de genre, subissant une hormonothérapie et finalement une chirurgie au début des années 1950, facilitée par le médecin pionnier Dr Michael Dillon, lui-même reconnu plus tard comme le premier homme trans à subir une phalloplastie. La transition de Cowell était révolutionnaire sur le plan médical et social. Implication. Son autobiographie de 1954 a révélé son parcours dans ses propres mots, faisant d'elle l'une des premières personnes trans à partager publiquement leur expérience. Malgré son courage, elle est devenue de plus en plus recluse au fil des années, se distançant du mouvement croissant pour les droits LGBTQ+. Elle craignait comment les médias avaient déformé son histoire et se sentait aliénée par les discussions évolutives autour du genre. Lorsqu'elle est décédée en 2011, on a découvert qu'elle vivait dans une quasi-anonymat. L'héritage de Roberta Cowell est complexe, mais essentiel. Elle représente à la fois l'audace des premiers pionniers du genre et la solitude imposée par le refus de la société de les comprendre. Sir Lady Jabba était une pionnière perpétuelle. Les années 1960 à Los Angeles,
qui a fait les gros titres non seulement pour sa présence éblouissante sur scène, mais aussi pour son défi audacieux aux lois injustes. Femme trans noire et artiste de cabaret, elle a captivé le public avec ses imitations, ses chansons et ses numéros de comédie dans des lieux emblématiques comme le Red Foxes Club. Mais en 1967, sa carrière a été menacée lorsque le LAPD a invoqué la règle numéro 9, une ordonnance municipale qui interdisait l'imitation par le biais de costumes ou de tenues. Java, qui se produisait en habits féminins glamour, a été effectivement interdit de faire ce qu'elle aimait. Plutôt que de reculer, elle s'est battue. Avec le soutien de l'American Civil Liberties Union, elle a contesté la loi devant les tribunaux. Bien que l'affaire ait été rejetée sur une technicité, elle a déclenché une conversation publique et a finalement conduit à l'abrogation de la règle. Java est devenue une icône locale de résilience et de visibilité, plaidant pour les droits des personnes trans avant que le langage ou le cadre n'existe. Son combat est souvent éclipsé dans les histoires plus larges de la communauté LGBTQ+, mais son courage a ouvert la voie aux futurs artistes et militants. Sir Lady Java ne se contentait pas de se produire sur scène. Elle incarnait la résistance à une époque où être elle-même était un acte de défi. Son héritage continue d'inspirer les femmes trans de couleur dans l'industrie du divertissement, et au-delà. Stormé de Larverie. Stormé de Larverie était une chanteuse, un drag king et une activiste des droits des homosexuels dont l'héritage est lié à la naissance du mouvement LGBTQ moderne. Mouvement. Née en 1920 d'une mère noire et d'un père blanc à la Nouvelle-Orléans, Stormé a grandi dans le sud ségrégé de Jim Crow et a plus tard trouvé refuge dans la performance. Elle est devenue la maîtresse de cérémonie de The Jewel Box Revue, le premier spectacle de drague racialisé intégré aux États-Unis, et était souvent la seule femme à présenter une apparence masculine dans le alignement. Avec des costumes sur mesure, une démarche assurée et une voix saisissante, Stormé brouillait les lignes de genre à chaque occasion. Mais elle n'était pas seulement une artiste, elle était une protectrice. En tant que gardienne autoproclamée de la communauté queer de New York, elle patrouillait dans les rues pour protéger les jeunes homosexuels, en particulier les femmes transgenres et les lesbiennes qui étaient fréquemment ciblées. Beaucoup la créditent comme la femme qui a donné le premier coup lors des émeutes de Stonewall en 1969, bien que son rôle exact soit encore débattu. Ce qui est certain, c'est que Stormé vivait avec courage, refusant d'être limitée par la race, le genre ou sexualité. Elle s'identifiait comme une lesbienne butch, mais présentait de nombreux traits associés à une identité de genre non conforme ou transmasculine. L'histoire de Stormé est celle d'une visibilité défiant les normes et d'un activisme de longue date, une pionnière dont la présence imposait le respect dans chaque pièce où elle entrait.